3, 2, 1... Salut l'équipe, j'espère que vous allez très bien et surtout que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser à un phénomène. Parce que oui, lundi sur Twitch, pour mon plus grand bonheur, vous avez voulu que je parle du Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, en mode coast to coast. Et vous savez quoi, l'ailier fort des Bucks, vous allez pouvoir le voir à l'œuvre ce week-end, notamment ce soir avec un énorme match face à Cleveland. Et du coup, comment le mater ce match? Quel est le meilleur moyen de ne rien manquer de la saison NBA? Eh bien, si vous ne le savez pas encore, mais je vous félicite pas, l'outil ultime, c'est le League Pass, qui là, ce week-end, pour le Black Friday jusqu'à mardi, est à moins 50%, une dinguerie. Alors ok, le League Pass, on en entend parler partout, mais il s'agit de quoi exactement? Eh bien, pour ça, pour tout vous expliquer de A à Z, je laisse la parole à mon associé. Salut, c'est moi, le NBA League Pass. Comment ça, t'aimes la NBA et on se connaît pas? Parce que oui, si tu veux suivre le basket américain, je suis l'outil ultime. Avec moi, suis tous les matchs de la saison ou des playoffs, en direct comme en replay, sur ton ordi, ta tablette et même ton smartphone. C'est pas mal tout ça, non? Quand on voit les horaires des matchs en France, la solution du différé est bien pratique. Tu peux également voir les résumés dès la fin des rencontres et les regarder ensuite en condensé si tu fais partie de ceux qui n'ont pas le temps dans la vie. Par contre, si tu as le temps, tu vas kiffer. Parce qu'en plus des matchs actuels, j'ai aussi tout un tas de matchs à l'ancienne, les plus cool. Un bon moyen de se rappeler aux bons souvenirs ou de compléter ta culture basket. Tu verras, je te propose plusieurs offres en fonction de tes envies et de ton budget. Alors si tu veux te faire plaisir tout en soutenant les projets du 6e homme, n'hésite plus. Je te donne rendez-vous dans la description et inscris-toi en utilisant son lien. C'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'il continue d'être ambassadeur de la NBA et je te le cache pas, c'est super important pour lui. Avec le NBA League Pass, la NBA c'est où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. À très vite! Je crois que tout est dit, non? Avec le League Pass, vous allez pouvoir vous faire kiffer pendant toute la saison, pendant tous les playoffs aussi, et en plus de ça, en ce moment il est à moins 50%. C'est bien pour ça que je tenais à vous le rappeler, et que c'est important. Alors pour vous faire plaisir, tout en soutenant la chaîne, je vous donne rendez-vous sur mon lien, que vous trouverez directement dans la description, et je vous remercie d'avance. Mais revenons à notre freak préféré, et avant d'aller le voir jouer ce soir face aux Cavs, je me suis dit que ce serait pas mal, à bientôt 28 ans, de faire un point sur sa carrière jusque-là, et sur le futur aussi. Avec tout ce qu'il a accompli jusque-là, où se situe-t-il dans la hiérarchie des meilleurs joueurs all-time, et jusqu'où peut-il aller? Est-il capable d'aller taper à la porte du gratin des tout meilleurs joueurs de l'histoire? Eh bien justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est ça qu'on va analyser. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Giannis Antetokounmpo est-il en route vers la légende? Alors ici, aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas revenir sur tout le parcours du joueur comme je le fais régulièrement. Bah ouais, non seulement aujourd'hui sa renommée est telle que son histoire on la connaît par cœur, on en a d'ailleurs pas mal parlé sur la chaîne de Basket Info dernièrement, mais en plus de ça, son enfance est tellement rocambolesque que même Disney est allé sortir un film expliquant comment lui, réfugié nigérian parti de rien, a réussi à tout péter en NBA en se faisant accompagner de ses frères. Ouais, vraiment, son récit est fou, il a tout d'un conte de fées, mais ce n'est pas là-dessus que je veux m'attarder aujourd'hui. Moi, ce que je veux faire ici, c'est essayer d'évaluer et d'anticiper la place qu'il aura dans un top all-time en fin de carrière. Et pour ça, je suis bien obligé de commencer par parler de ses accomplissements, de ce qu'il a fait jusque-là. Et en 10 ans de carrière en NBA, c'est déjà pas mal. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début de carrière, et pendant longtemps par la suite, celui que l'on surnomme aujourd'hui le Greek Freak avait du mal à se décoller d'une image qui lui tenait à la peau. Son talent était reconnu, mais ce qui ressortait, c'est qu'à part son physique, qui lui permettait de démolir tout le monde, il n'avait pas grand-chose. On lui reprochait de ne pas être complet, de ne pas être clutch, d'être juste un bourrin, et toutes ses faiblesses se dévoilaient année après année lorsque l'on voyait les Bucks se faire sortir de manière anticipée en play-off. Plusieurs fois, Milwaukee a réalisé une campagne extraordinaire en saison régulière, mais une fois la post-season arrivée, c'était une autre histoire. Même en 2019, quand la voie paraissait ouverte, l'équipe n'a pas réussi à venir à bout de l'obstacle des Raptors, alors menée par Kawhi Leonard, avec l'échec connu dans la bulle au deuxième tour l'année suivante. Face au Heat, les critiques commençaient à s'abattre sévèrement sur le Freak. Oui, il possédait ce physique exceptionnel, qui lui permettait de dominer et de démonter certains vis-à-vis, mais il semblait lui manquer un petit, voire un gros quelque chose pour arriver au bout. Souvent, en plus de ça, on avait tendance à oublier son jeune âge, à être super sévère avec lui, et à lui reprocher des contre-performances lors de matchs décisifs. Le constat était réel, il faut pas le nier, mais quand même, aujourd'hui, avec le recul, je trouve qu'avec un gamin qui avait à peine 25 ans, ou encore moins de 25 ans, on était
était peut-être beaucoup trop impatient. Pourtant, en parallèle, il gagnait des trophées individuels, le MIP 2017, les MVP 2019 et 2020, le Depoy 2020, des sélections All-Star, All-NBA, All-Defensive, ça commence à peser dans son compte personnel. Sauf que les observateurs le lui rappelaient sans cesse, et il en était très conscient. L'objectif dans un sport collectif n'est pas de cumuler les distinctions, mais de gagner des titres. Alors maintenant, faisons un pas en arrière et rappelons-nous encore une fois qu'en 2020, lors de l'élimination face au Heat au deuxième tour, il n'avait que 25 ans. Est-ce que des LeBron James ou des Michael Jordan avaient remporté des titres, eux, à 25 ans? Absolument pas. Bien sûr, il y a des exceptions parmi les all-time greats, comme Magic Johnson ou Tim Duncan, qui, eux, ont gagné très tôt. Mais il faut savoir accepter que pour certains joueurs qui ont besoin de maturité, en plus de ça, ça arrive plus tard, ces choses-là. À 26 ans, LeBron recevait un shitstorm incroyable après avoir quitté Cleveland, et complètement choque sa finale face aux Mavericks, durant laquelle il semblait même incapable de poster JJ Barea. MJ, lui, à cet âge-là, n'en pouvait plus de perdre face aux Pistons, c'est dû attendre ses 27 ans pour participer à sa première finale et remporter son premier titre. Alors pourquoi était-on directement si fataliste avec Giannis? Pourquoi ne voulait-on pas lui laisser davantage de temps? Au même âge, Antetokounmpo, même si c'était très individuel, semblait posséder un palmarès au moins équivalent à celui des deux légendes que sont Michael Jordan et LeBron James. Alors pourquoi avoir pensé qu'à 25 ans, il était un joueur surcoté tout simplement parce qu'il n'avait pas encore de bague? L'impatience sûrement. Donc oui, il avait besoin de temps, et justement, ce temps, il l'a mis à profit pour faire mentir ses détracteurs dès 2021, alors qu'il avait 26 ans. Suite à des playoffs et surtout une finale NBA d'un niveau insane face aux Suns, dont on parlera un peu plus tout à l'heure, le Freak a enfin accompli son principal objectif, soulever le trophée Larry O'Brien tout en remportant celui de MVP des finales. Là, qu'est-ce qu'il y avait à dire de plus? Rien, le Freak dominait enfin la ligue, individuellement comme collectivement. Alors ok, l'an dernier, une fois de plus, l'aventure des Bucks s'est arrêtée de manière anticipée, au deuxième tour face à Boston, futur finaliste. Mais est-ce pour ça qu'il faut déjà enterrer définitivement le Freak? Je ne pense pas. L'histoire nous a montré qu'il était bien capable d'effectuer des rebondissements impressionnants jusque-là. Personnellement, l'été dernier, je le classais encore à la première place de mon top 100 NBA actuel, et ça encore aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas. Ouais, ce ranking, à l'heure actuelle, je le confirme encore totalement, et ça confirme à quel point le Greek Freak est en train de marquer toute une génération. Aujourd'hui, il possède un titre NBA, un MVP des finales, 2 MVP, un Depoy, 6 sélections All-Star, 6 All-NBA, 5 All-Defensive, un trophée de MVP du All-Star Game, et tout le monde s'accorde à dire que grosso modo, il peut a priori déjà prétendre à une place qui se situerait autour de la 20e dans un classement All-Time, alors qu'il ne fêtera ses 28 ans qu'en décembre. C'est déjà assez ouf, non? Ouais, c'est ouf, sauf que pour moi, si tu veux atteindre le gratin, comme je disais, la crème de la crème d'un top All-Time, il faut viser le top 10, voire même le top 5, et là, ce qui paraît évident, c'est qu'Antetokounmpo n'y est pas encore. Alors que lui manque-t-il pour ça? Peut-il rejoindre ce cercle très fermé? Et bien justement, c'est ce que l'on va analyser à partir de maintenant en étudiant plusieurs critères que j'ai choisis, à commencer par les stats. En carrière, à peu de choses près, Giannis tourne à 22 points, 9 rebonds et 5 passes de moyenne. Mais moi ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, dans la mesure où il a commencé très doucement sa carrière, et qu'il lui a fallu 3 voire 4 saisons pour réellement percer. Non, ce que je retiens moi, c'est que ça fait maintenant 6 ans qu'il est proche des 28-30 points, 12 rebonds et 6 passes. Et là déjà, on passe à un niveau supérieur. Quand je reprends mon top 100 all-time que j'avais publié en 2019, où j'avais mis Giannis à la 59e place, même si ce n'était que le début, il n'avait remporté qu'un seul MVP et pas encore de bague, si je ne regarde que les stats, en fait, il n'a pas grand chose à envier au top 10. Ces chiffres sont tout à fait à la hauteur de ceux qui se situent à ce niveau dans le ranking, et encore, en plus, ils sont sûrement plus complets que la plupart de ces mecs. Après, c'est dur de comparer car tous ces joueurs n'évoluent pas au même poste, alors si on prend le seul ailier fort de mon top 10, c'est-à-dire Tim Duncan, c'est pareil, Giannis semble même au-dessus. Dans son prime, le Big Fundamentals tournait plutôt à 23-25 points, 12 rebonds et 4 passes, en dessous de ce que produit Antetokounmpo depuis quelques années. Donc même si les époques, le rythme de jeu et le pace changent, ça aussi c'est important quand on compare les stats, à mon avis, le souci pour Giannis, s'il n'est pas dans le top 10 all-time aujourd'hui, ce n'est pas une question de statistiques moyennes. Par contre, dans les stats, je tiens à parler des records aussi, ça c'est important, et notamment les totaux en carrière. Un Tim Duncan par exemple là-dessus est top 16 au point, top 6 au rebond et top 5 au contre en saison régulière. À l'échelle des playoffs, il est tout simplement le meilleur contreur, le 3e meilleur rebondeur et le 6e meilleur scoreur de l'histoire, ça commence à être ouf. Bien sûr, en seulement 10 saisons, Giannis ne peut pas encore en être là. Cependant, pour finir dans un top 10 all-time, à mon avis, il devra viser au moins le top 10, top 15 de ces 3 catégories, points, rebonds et contre, aussi bien en saison régulière qu'en playoff. Je dis pas que ça ne se fera pas, mais ce qui est sûr, c'est que là, le grec en est à sa 10e saison, et pour le moment, excepté pour ce qui est du scoring, où il est à peu près dans les temps, comparé à TD, dans tous les autres domaines, en raison de son début de carrière moins glorieux et de son évolution progressive, il est à la bourre sur
toutes ces marques. Les moyennes statistiques du grec sont pour le moment à la hauteur d'un top 10, ça je n'ai aucun souci avec ça. Cependant, pour ce qui est des totaux, il n'y a rien de certain sur le fait qu'il atteindra ces marques ou non d'ici la fin de sa carrière. Je le sens capable, pourtant, au vu des espèces de standards qu'il est en train de banaliser actuellement d'un point de vue statistique, mais pour ça, il lui faudra un long parcours, un long prime, mais aussi passer au travers des blessures. Autant dire donc que pour ça, même si j'ai tendance à y croire, la route sera longue, et aujourd'hui, il ne peut rien avoir de sûr et certain. Après, en termes de record, on retiendra tout de même son match 6 de finale NBA à 50 points, 14 rebonds et 5 contres, des stats qu'il est le seul à avoir compilé à ce niveau de la compétition. Le problème, c'est que des accomplissements statistiques comme celui-là, dans le top 10 all-time, il y en a des tonnes, et même si ça aide déjà ce qu'il a fait, il devra reproduire encore plus de perfs de la sorte s'il veut taper à la porte de ce cercle ultra fermé. Du coup, pour continuer, on peut maintenant parler des trophées individuels du Freak, et la liste, je ne vous la refais pas, on l'évoquait juste un peu plus tôt. Par contre, si l'on ne se concentre que sur les trophées de MVP, 2 ça peut suffire, c'est autant que Tim Duncan et c'est même un de plus que Shaquille O'Neal ou Kobe Bryant. Du coup, pourquoi pas, et si on ajoute son DPOY, son MIP et le fait que d'ici la fin de sa carrière, il devrait encore cumuler des sélections All-Star, All-Defensive et All-NBA, on s'en rend compte, c'est peut-être un peu juste pour rivaliser avec le top 5 actuellement, mais dans le top 10, ça fait le job. Non, le seul truc qui peut pêcher à mon sens, c'est le nombre de trophées de MVP des finales. Dans mon top 10 de l'époque, les deux seuls joueurs qui n'en possèdent pas plus que lui sont Wilt Chamberlain et Bill Russell, mais eux, impossible de leur en vouloir pour ça. Pour les deux colosses, pendant la majorité de leur carrière, ce trophée, apparu seulement en 1969, quand ils étaient plus que trentenaires, n'existait pas. Si ça avait été le cas, Russell en aurait probablement une sacrée collection, tandis que Wilt, lui, pourrait potentiellement prétendre à 2, car même s'il y a débat avec Al Greer pour celui de 1967, il avait largement de quoi en obtenir un de plus que celui glané en 1972 avec les Lakers. Voilà pourquoi je pense que si le grec veut cocher toutes les cases dans ce critère des trophées individuels, il devra probablement au moins gagner 1 voire 2 trophées de MVP des finales supplémentaires. Sauf que pour ça, vous le savez comme moi, il devra remporter des titres, et pour le moment, même si déjà il est bagué et que c'est une bonne chose, le palmarès collectif est à mon sens ce qui manque le plus à Giannis à ce jour pour prétendre à un tel ranking. Mais avant de parler des bagues justement et de ce critère, j'ai quelque chose à vous demander, êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Il y a eu un méchant coup de mou là suite au dépassement des 50K, et je crois que j'ai compris le message, je ne publierai plus de shorts, c'était une mauvaise idée. Pour la première fois, j'ai même perdu bon nombre d'entre vous, et j'avoue, j'ai pas kiffé. Alors j'ai retenu la leçon, les shorts et moi, c'est totalement fini. Par contre, là, je compte sur vous, si vous kiffez mon contenu, et que vous n'avez pas encore follow, let's go cliquer sur ce bouton rouge et m'aider définitivement à relancer la machine. Mais allez, après cette interlude de la plus haute importance, revenons à notre critère de victoire en championnat. Et si l'on regarde mon top 10 de l'époque, celui qui a le moins gagné, c'est Wilt Chamberlain, avec 2 titres. Devant lui, sans même parler de l'OVNI Bill Russell, avec ses 11 bagues, la plupart des joueurs ont 3, 4, 5, voire 6 titres, ça commence à faire. Donc sachant ça, c'est flagrant. Antetokounmpo, déjà pour égaliser Wilt, a besoin d'au moins une bague supplémentaire, mais même ça, à mon avis, ça ne suffira pas. Si Chamberlain se retrouve aussi bien classé, malgré seulement 2 bagues, c'est qu'en termes de records et de stats dans l'histoire, il était juste un monstre. Giannis en est un lui aussi, à son échelle, mais malgré tout le respect que j'ai pour lui, je ne l'imagine pas autant marquer la ligue en termes de records et de stats que ce que l'a fait Wilt Chamberlain. Voilà pourquoi, à mon sens, le minimum pour Antetokounmpo, afin de rentrer dans ce cercle très fermé, ce sera 3 bagues. Vraiment, c'est le minimum à mon avis. Après, c'est vrai, tous les titres n'ont pas tout à fait la même valeur, et celui remporté par Milwaukee en 2021 restera sacrément dans les mémoires. Le Freak a réalisé des finales épiques, avec des moyennes énormes de 35 points, 13 rebonds, 5 passes, mais aussi une palanquée de contres et d'interceptions. Déjà, ça le fait entrer dans un club très sélect, face à une équipe des Suns qui devait sa place en finale à tout sauf au hasard. Ajoutons à ça son Game 6 hallucinant dont on parlait plus tôt, et qui représente probablement l'une des plus belles performances en finale de l'histoire, mais aussi le fait que les Bucks n'avaient pas soulevé le trophée de champion depuis 50 ans, et ça en fait des éléments qui rendent ce titre légendaire. Sauf que désolé, aussi belle que soit cette histoire, ça ne suffira pas, et si Giannis ne remporte pas d'autres bagues, à mon avis, le top 10 all-time pour lui, c'est définitivement mort. Du coup, là, on commence à s'en rendre compte. Malgré tout ce qu'a fait le grec, là, jusque-là, et qui est déjà d'un très très haut niveau, la route sera encore très longue. C'est pas facile de gagner des titres. Parce que ouais, là j'attends de sa part qu'il batte des records, qu'il ait de la longévité, qu'il maintienne ses stats, qu'il remporte des titres, mais aussi des MVP des finales, rien que ça. Remporter d'autres trophées de MVP ne lui ferait pas de mal non plus, quand on voit que Michael Jordan, LeBron James, Karim Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain et Bill Russell on en tous au moins 4. Ça fait vraiment beaucoup tout ça, mais en même temps, va-t-on se plaindre? C'est le jeu. Qui a dit que c'était facile de craquer ce top 10? Surtout qu'en parallèle, et il faut en être conscient aussi, Antetokounmpo, sur le terrain, possède des faiblesses qui peuvent l'handicaper. Alors pour commencer, même si ça devient essentiel dans la NBA,
NBA moderne, même pour un ailier fort, moi je ne lui en veux pas vraiment de ne pas être un sniper à 3 points. Déjà, il a énormément progressé dans le domaine, et aujourd'hui il peut au moins se permettre d'être dangereux quand il est laissé seul, tout en étant capable d'en rentrer dans les moments clutch. Moins de 30% de réussite en moyenne à longue distance depuis le début de sa carrière, c'est faible, mais moi ça me suffit dans ce contexte, d'autant plus quand je vois comment il excelle dans la plupart des autres secteurs. Alors ok, encore une fois, les temps changent, le jeu évolue, et aujourd'hui, le tir à 3 points devient une arme essentielle dans la panoplie d'un joueur de basket. Néanmoins, dans mon top 10 de l'époque, de Shaquille O'Neal à Tim Duncan, en passant par Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Wilt Chamberlain et même Magic Johnson, on en a un paquet de joueurs qui étaient loin d'être des spécialistes de loin en termes d'adresse, et même si c'est sûrement plus handicapant de nos jours, ça ne suffit pas pour être rédhibitoire à mes yeux, cette maladresse du freak. Par contre, ce qui pourrait être plus handicapant, c'est son manque de réussite au lancer franc, ça pique un peu. 71% en carrière, 57% là seulement depuis le début de la saison, c'est très faible, et ça, les équipes adverses savent en jouer. Dernièrement, par exemple, on l'a vu balancer un vilain 4 sur 15 dans un gros match face à Philadelphie, et rien à dire, ça fait mal, la ligne de réparation représente l'un de ses pires cauchemars. Mais encore une fois, est-ce que ça suffit vraiment pour être rédhibitoire? Je ne pense pas. Kareem Abdul-Jabbar a fait sa carrière en tournant à 72% au lancer franc, à peu près comme Giannis en termes d'adresse, et pire encore, des mecs comme Shaquille O'Neal, 52%, ou Wilt Chamberlain, 51%, étaient eux catastrophiques dans le domaine, ça ne les a pas empêchés de finir dans mon top 10. Non, là-dessus, j'ai pas vraiment de problème, moi ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est ce que ça implique derrière, et je trouve que dernièrement, ça en devient de plus en plus flagrant. Bon, par contre, déjà, la bonne chose, c'est que quand il rate un match, notamment dans ce domaine, juste après, c'est souvent Beast Mode activé. Quand il est en colère, quand il est chafouin ou encore quand il a des choses à prouver, bien souvent on n'aime pas trop se retrouver en face du freak. Là on a un très bel exemple récemment, parce que juste après son match raté face aux Sixers, il a pris les Blazers, et notamment Yusuf Nurkic pour son 4 heures. Après l'incident de l'échelle dans cette espèce de dispute de gamin avec Montrezl Harrell, le freak avait envie de tout démolir sur son passage. 37 points à 16 sur 24 au tir, 7 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, la win, mais surtout une impression de domination hors du commun. Même l'échelle des Sixers a pris moins cher que Nurkic et les Blazers ce soir-là. Donc jusque-là, vous allez dire rien d'inquiétant, à rater des lancers francs si ça le fait avoir ce niveau, juste derrière, c'est même plutôt rassurant. Quand Antetokounmpo rate un match, il passe ses nerfs lors de la rencontre suivante et se rattrape. Ça c'est pas mal, c'est bien souvent la marque des grands. Non, à mon avis, le problème plutôt, c'est le nombre de coups et la violence des coups que le freak reçoit soir après soir pour être envoyé sur la ligne. Dans le match face aux Sixers, justement, Joel Embiid n'a pas hésité à lui mettre un énorme tampon en transition, et aujourd'hui encore, je me demande comment il est passé à côté de la flagrante 2. Quelques jours plus tard, après, face à Portland, même traitement, avec un Jeremy Grant et un Justice Winslow qui, cette fois-ci, lui ont fait leur plus belle prise de catch. Alors c'est sûr que le physique de Golgoth de Giannis, mais aussi sa maladresse au lancer franc, peuvent vraiment donner envie de lui rentrer dedans, et c'est souvent le meilleur moyen de le stopper, même si ça semble quand même plutôt illégal. Et pour le moment, même si j'apprécie le jeu dur et le jeu avec contact, le jeu rugueux, je trouve que la ligue est toujours bien trop tolérante, bien souvent, concernant ce genre d'agression, notamment quand elles sont commises sur un big man. Et ça, justement, quand on repense à Giannis, ça peut faire flipper, parce que plutôt, rappelez-vous, je parlais d'une longévité qui serait nécessaire pour atteindre les sommets. Depuis le début de la saison, là, il connaît déjà quelques pépins physiques, notamment au mollet et aux genoux, et s'il continue à se faire détruire soir après soir, comme c'est souvent le cas, ça va être compliqué quand même la suite en termes de santé quand l'âge va avancer. Bon, pour le moment, lui, il est fit, il est jeune, il encaisse les coups, il bronche pas, et il répond sur le terrain, comme on l'a dit. Récemment, il a même parlé à ce propos dans les médias, et j'ai été épaté par tant de maturité et tant de recul. Je ne ressens aucune douleur, je me sens bien. Je prends souvent des gros coups, mais à chaque fois que je tombe par terre, je me relève. Au final, c'est du basket, j'apprécie le jeu physique, et j'aime prendre des coups. Ça me donne un coup de chaleur dans la poitrine et ça me réveille. Ça fait partie du basket, et ça fait partie de mon jeu. Me relever quoi qu'il arrive et repartir plus fort. Ok, pour le moment, c'est positif. Il accepte, il encaisse, il se relève, et ça finit par passer. Sauf qu'on l'a vu ces dernières saisons, notamment avec LeBron James. Aucun joueur n'est increvable, et ce, quel que soit son physique, carrure de Golgoth ou pas. Donc moi, ce qui me fait peur, même si je suis plutôt optimiste, globalement, ce n'est pas directement la mauvaise adresse au lancer du grec, c'est plutôt les énormes fautes et les gros chocs qu'elle implique. Espérons qu'à terme, avec les années qui passent et le corps qui résistera moins bien, cela ne joue pas contre une longévité qui sera nécessaire, comme on l'a dit, pour taper à la porte d'un top 10 all-time. Antetokounmpo a besoin de cette physicalité, c'est certain, pour évoluer à son meilleur niveau de basket, mais si dans le futur, elle doit emmener des blessures, il faudra envisager les choses autrement, même si ça implique une moins grosse domination. Quoi qu'il en soit, on l'a entendu, il a l'attitude, le leadership et le charisme même d'un héros, comme la Grande Ligue les aime. Et ça, ce caractère, même si c'est impossible à mathématiser et à chiffrer, c'est super important pour continuer à développer sa greatness et apparaître dans les livres d'histoire, je pense. En NBA, sûrement plus qu'ailleurs, le storytelling, on le sait, est essentiel, et on adore raconter de superbes histoires sur les immenses légendes
différentes qui sont passées par la ligue. Du coup, je pense que c'est essentiel, et là, sans même parler de son parcours assez incroyable, et même de sa mentalité exemplaire, je pense qu'encore une fois, Giannis possède absolument tout ce qu'il faut. En conférence de presse, il est un mec très chill, avec un humour bien tranchant, et une sympathie qui est contagieuse. Il donne l'impression d'être le family man parfait, d'être un super compétiteur, un bosseur acharné, avec une humilité folle, un mec qui constamment fera passer le collectif avant ses objectifs personnels, et surtout qui est un leader, à la fois souriant et exigeant, qui donnera à ses coéquipiers l'envie de le suivre jusqu'au bout du monde. Je me rappelle encore comment, pendant un temps mort, lors des finales 2021, il n'a pas hésité à prendre la parole pour motiver toutes ses troupes. Au quotidien, on peut s'apercevoir à quel point il distribue de l'amour à sa famille, à ses frères, à ses fans, à ses coéquipiers. On le voit sans arrêt s'impliquer dans des œuvres à but caritatif, ou encore faire des dons de centaines de chaussures à tout un tas de membres proches de l'organisation des Bucks. Plusieurs fois, il a également admis préférer le calme du Wisconsin à l'ambiance et le bruit et l'excitation des grandes métropoles. Et ça, cette fidélité à Milwaukee, bien sûr qu'elle plaît également. Le mec, partout où il va, a toujours un regard attentif, un mot gentil pour toutes les personnes qu'il croise, et ça se voit, non seulement il se régale à jouer au basket, mais en plus il se rend compte de la chance qu'il a, et kiffe chaque instant. Il est juste ce genre de mec qu'on ne peut pas détester, qu'il est difficile de troller, et pour lui le récit de la NBA, le storytelling est tout trouvé. Il est une sorte de Clark Kent du 3e millénaire, un rôle modèle, un exemple à suivre, et ça, Dieu sait que la Grande Ligue aime mettre ça en avant. Ajoutons à ça que superstar ou non, il fera aussi toujours ce qu'il faut, quand il faut, quoi qu'on lui demande, et ça c'est appréciable. Ok, il peut prendre le match à son compte, mais s'il faut jouer dur, défendre, prendre des rebonds, poser des écrans, ou faire le sale boulot, il ne se cachera jamais. Franchement, dans sa personnalité, le mec ne semble avoir aucun défaut, et même si ça ne suffira pas, loin de là, pour craquer le top 10, c'est un point qu'il faut prendre en compte. C'est secondaire, voire tertiaire comme argument ou comme critère, mais je pense réellement qu'en termes de storytelling, au moins il a tout d'une future légende. Bref, tout ça c'est bien, c'est très bien même, ça nous a permis de voir comment, en fin de carrière, Giannis pourrait se situer dans les principaux critères qui font que pour moi, tu peux ou non rentrer dans un top 10 all-time. On a vu là déjà que certaines cases, il les avait plus ou moins cochées, alors que pour d'autres, il avait encore pas mal de routes à accomplir et pas mal de chemins à parcourir. Et justement, ce chemin pourra partir à la crème de l'histoire NBA. Peut-il le poursuivre dès cette saison avec les Bucks? Eh bien, pour le moment, à 28 ans, il semble en plein prime, et ses stats actuelles là, cette saison, n'ont rien à envier à celles de ses 2 saisons de MVP. Franchement, il semble encore en course à la fois pour le Deepoy et pour le trophée Maurice Podoloff. Ça pèse déjà. Tout ça, c'est bon signe, ça montre qu'il est encore ultra performant et que définitivement il appartient à cette poignée de joueurs qui actuellement peuvent se vanter de posséder la ligue. Là, le grec vient juste de réaliser 5 saisons à un niveau individuel exceptionnel et il est en route pour en faire une 6e consécutive. Aujourd'hui, il en est à un point où en termes d'expérience et de maturité, il atteint des sommets, pendant que son physique, lui, est toujours à son top. Quand on en arrive à ce niveau, généralement, dans une carrière où le basket semble si facile, les distinctions individuelles et collectives peuvent suivre. Je trouve son jeu de plus en plus propre, j'observe de moins en moins de déchets, et je trouve que ses principales failles, plus ça va et plus il arrive à les compenser autrement. Le petit mid-range, par exemple, qu'il a su développer ces dernières saisons, et qui lui permet de s'écarter un minimum, est là pour le prouver. Le mec taffe dur encore, et à 28 ans, malgré le niveau de zinzin qu'il a déjà, il est toujours en train de progresser, il faut en être conscient. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, ou presque, il le fait en utilisant au maximum ses meilleures qualités, et ça lui permet de dominer, ça fait rêver ou pas loin. Avec lui, à chaque match, à chaque minute, on sait qu'une situation peut être renversée et que quelque chose de spécial peut arriver, et ça, encore une fois, c'est la marque des plus grands. Clairement, avec son physique, avec sa longueur, mais aussi avec son QI basket, aujourd'hui il contrôle le jeu, et ce, des deux côtés du terrain. Actuellement, même sans Chris Middleton, et avec un Jrue Holiday qui a connu quelques pépins physiques, il continue à porter les Bucks sur ses épaules. C'est très très fort. Je ne peux pas encore assurer qu'il sera MVP, Deepoy ou même champion en fin de saison, pour ça c'est bien trop tôt, et il y a trop de paramètres incertains, comme la concurrence par exemple, mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il allume un paquet de voyants au vert. Donc oui, même si le chemin sera long, que la route sera rude, que tout sera compliqué, moi je suis à peu près persuadé que Giannis a tout ce qu'il faut pour continuer sa legacy dès cette année, et sûrement même les saisons suivantes. Pour ça, on l'a déjà dit, l'un des critères principaux sera de remporter encore des titres, des bagues, et on le sait, en NBA, on ne gagne pas souvent seul, donc tout ne dépendra pas non plus de lui. Heureusement pour ça, il a une vraie équipe autour de lui, un super supporting cast, et ce qui est rassurant, c'est que là encore, collectivement, les Bucks semblent posséder tout ce qu'il faut. Avec Chris Middleton qui reviendra forcément un jour de sa blessure, mais aussi Jrue Holiday qui continue à performer des deux côtés du terrain tout en restant l'un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue,
ligue, il a 2 excellents lieutenants, tandis qu'avec le désormais expérimenté Mike Budenholzer au coaching, qui n'a plus besoin de faire ses preuves, je pense qu'il a le mec qu'il lui faut. Le tacticien arrive très bien à mettre le freak en valeur, en le plaçant au centre du dispositif, en attaque comme en défense, et en l'entourant des meilleures pièces possibles, constamment. Parmi ces pièces, je pense à Brook Lopez, qui dans ce système ne semble pas vieillir. Il est exceptionnel en défense, tout en pouvant apporter sa patte en attaque, et grâce à son adresse de loin. Ajoutons le guerrier qui est Bobby Portis, en mode soldat, un role-player comme Javon Carter, des shooters comme Pat Connaughton ou Grayson Allen, des vétérans comme Serge Ibaka, George Hill ou Wes Matthews, ainsi que des jeunes prometteurs comme Marjon Beauchamp et Jordan Nwora, et clairement, on a tout ce qu'il faut. Un grand bravo à John Horst qui a réussi à construire et à assembler cet effectif pour en faire un super cocktail. Aujourd'hui, on a une équipe qui est expérimentée, qui se connaît, qui a un vécu collectif, qui présente de l'alchimie, de la cohésion et une certaine envie de jouer ensemble. Il y a du talent à tous les postes, de la confiance, de la complémentarité, un super coaching, et ça, par exemple, ça permet à cette team d'être la meilleure défense de la ligue en termes de defensive rating. Et ça, c'est super important, parce que quand on voit comment ce côté-là est essentiel, dans les grosses joutes de playoffs, il y a de quoi se hyper quand même concernant ces Bucks. De là à dire que Milwaukee est favorite pour le titre, il n'y a qu'un pas, et sans aller jusqu'à garantir qu'une bague sera décroché, encore une fois, tous les voyants semblent allumés, toutes les bonnes choses semblent réunies, les ingrédients sont là. Si on fait le bilan, tout ça, je pense, permet de se rendre compte à quel point le contexte est favorable pour Giannis Antetokounmpo afin de continuer à écrire sa légende, que ce soit individuellement ou collectivement. Là, tout semble parti pour que le grec puisse continuer à dominer la ligue et inscrire cette espèce d'empreinte sur une décennie dans son entièreté, et ça, à mon avis, au final, quand on fera le bilan, ça aura de la valeur. Pendant ce temps, il va continuer à améliorer ses chiffres, battre des records, continuer à remporter des distinctions individuelles, MVP ou autres, et ça le fera grimper dans le classement all-time. Si la santé reste au rendez-vous et que les chocs continuent à le laisser insensible, tout laisse penser que le freak a encore de très belles années de prime devant lui, et ça c'est forcément super enthousiasmant. Ajoutons à ça qu'il est dans une équipe super compétitive, bien gérée, et qui elle aussi possède un futur intéressant au vu de l'âge de ses cadres, hormis Brook Lopez, et ça, encore une fois, ça permet d'être optimiste pour la suite. Donc oui, il y a de grandes chances que plus le temps passe, et plus le grec augmente sa place dans le classement all-time. Mais de là à craquer le top 10, et bien justement, c'est la question du jour et il faut que j'y réponde. Pour ça, on l'a dit, le critère essentiel sera de remporter d'autres titres. Et même si pour l'instant, les Bucks arrivent à cocher pas mal de cases qui laissent être optimistes, je ne peux rien garantir malheureusement. Il faut en être conscient, je suis désolé, ma boule de cristal n'est pas encore assez performante. Tout le reste, j'ai plutôt tendance à y croire. Beaucoup de choses seront étroitement liées au nombre de bagues qu'il remportera. Et vraiment difficile de me mouiller sur ce domaine tellement ça dépend de critères différents et de paramètres variés. Par exemple, on sait qu'une équipe qui va rester en bonne santé pendant tout le long des playoffs aura beaucoup plus de chances d'aller au bout, on l'a vu ces dernières années, et ça je suis désolé, les blessures non plus je peux pas les prévoir, je ne veux porter la poisse à personne en plus. Voilà pourquoi, plutôt que de répondre à la question du jour avec des certitudes et des hypothèses qui pourraient être complètement bancales et incertaines, je vais plutôt parler de potentiel, ça me semble plus intéressant. Et là la réponse est oui, que ce soit en termes de niveau de jeu, de contexte ou de talent, Giannis Antetokounmpo a tout ce qu'il faut pour continuer à écrire ses légendes dans les années qui vont venir. Même dans son équipe à Milwaukee, tout semble favorable pour se laisser encore plusieurs chances pendant de longues années, vu que cette team est tout sauf en fin de cycle. Donc ouais, il faut en être conscient, sur les prochaines saisons, Antetokounmpo est tout à fait en mesure de remporter 1, 2, voire 3 titres de plus, qui sait. Il peut aussi remporter d'autres MVP, des MVP des finales, des Deep Boy. Je ne dis pas qu'il le fera à coup sûr, mais je suis certain qu'au vu de tout ce que l'on a étudié jusque-là, il en a la capacité, et si vous pensez le contraire, j'attends vos arguments. Donc clairement, je pense que si les planètes veulent bien s'aligner comme il faut, Giannis Antetokounmpo est en droit d'espérer une place dans le top 10 all-time en fin de carrière. Et puis qui sait, si elle s'aligne d'une façon absolument parfaite et que Milwaukee entame une dynastie, pourquoi même ne pas tenter d'aller craquer le top 5 ? Bon là ça fait beaucoup, ce sera encore plus compliqué, ce sera encore plus incertain et c'est encore plus anticipé de dire ça aujourd'hui. Cependant les voyants sont tellement verts en ce moment que c'est une possibilité même si elle paraît folle. Le mec n'a pas de limite, il veut marquer l'histoire, alors hors de question que je ne lui fasse pas confiance là-dessus. Je le sens tout à fait capable de mettre toutes ses promesses en application comme il l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Donc pour conclure, Giannis top 10 all-time en fin de carrière, je ne le garantis absolument pas. Ça reste une très grosse cote vu tous les accomplissements qu'il lui reste à faire. Néanmoins, j'y crois, ne serait-ce qu'un petit peu, et c'est bien ça que je retiendrai principalement pour conclure ma vidéo d'aujourd'hui. Voilà pour ce qui est de Giannis Antetokounmpo et de sa légende, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu, le freak top 10 all-time en fin de carrière? Vous y croyez, vous? Quel est son potentiel selon vous? Et quel est son plafond? Dites-moi votre avis en commentaire, j'ai hâte de connaître vos tendances pour savoir si je m'enflamme beaucoup trop ou non, si vous me rejoignez.
Je vous le rappelle aussi, si vous voulez le voir à l'œuvre, ce cher Antetokounmpo, notamment dès ce soir, face à Cleveland, mais le mieux, c'est d'avoir le League Pass, et jusqu'à mardi, avec mon lien, il est à moins 50%. Du coup, go trouver tout ça dans la description pour vous faire kiffer, mais aussi me faire kiffer en soutenant la chaîne, je vous remercie d'avance. Mais pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir mes projets sur Twitch ou sur Tipeee. Vous êtes la MIF, vous êtes le sang de la veine, alors je vous en prie, n'arrêtez jamais, et si vous aussi vous voulez les rejoindre, toutes les infos seront dans la description. A très vite.